Bonjour Yumna, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce Zakweli consacré au 8 mai 1945 avec Mouniati Mouana Abdouchakour, professeur agrégé en histoire. Bonjour. Bonjour Toufayi. Alors, c'est une célébration importante parce que la Seconde Guerre mondiale a été le plus grand conflit que l'humanité ait connu. Est-ce que cet aspect-là, le fait que ce soit justement le plus grand conflit que l'humanité ait connu, est assez justement connu ici à l'échelle de Mayotte? À l'échelle de Mayotte, je dirais oui et non, parce que ça dépend à l'échelle de qui. C'est vrai qu'à l'échelle de Mayotte, on a aussi un problème, en tout cas de repérage de ces grands événements mondiaux. Les théâtres d'affrontement n'étaient pas dans l'océan Indien ou en Afrique, ils étaient surtout en Europe et en Asie. Non, et puis même à l'échelle nationale, moi, j'ai l'impression qu'on célèbre plus le 11 novembre 1918 Mm. que cette date de la signature de la capitulation de l'Allemagne les 7, enfin, le 8 mai Mm. 1945. Bon, même si la signature c'était la veille, le 7 mai. Voilà. Alors, la guerre a duré 6 ans, on a dit. Après, c'est vrai qu'on célèbre moins. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, Mhm. alors qu'il y a eu beaucoup de morts, 62 millions de personnes mortes, souvent des civils. Euh, Quand on enseigne l'histoire, est-ce qu'on doit seulement enseigner une chronologie de faits ou tout le contexte lié à ces faits, justement? Alors, il faut qu'il y ait de la chronologie parce que c'est la base en histoire. On est obligé de raconter les événements les uns à la suite des autres en faisant attention à ne pas présenter une vision téléologique. La vision téléologique, en gros, c'est de dire que les Lumières ont précédé la Révolution française, que les Lumières ont causé la Révolution française. Ça, c'est Hum, pas vrai. hum, C'est juste un enchaînement. Il faut prendre en compte le contexte, bien évidemment, mais surtout, il faut expliquer des enjeux forts. Effectivement, c'est une guerre très meurtrière, c'est une guerre qu'on appelle d'anéantissement. Le but, c'était de détruire l'autre. Et parmi je crois qu'il y a eu 62 millions de victimes, hum. il y a une très grande majorité, c'est des civils. Et puis, surtout, cette guerre, c'est la guerre des génocides Les juifs. tziganes, juifs, etc. Ce qui a quand même très, très choqué la Mais population justement, et à la base l'humanité. de cette guerre-là, c'est qu'il y a un régime qui voulait imposer en tout cas sa façon de voir le monde, Mhm. avec ces génocides-là, avec des génocides des minorités, entre guillemets, des homosexuels, des Mhm. tziganes, des juifs. Et on a l'impression qu'à l'origine de toutes les guerres, même la Première Guerre mondiale, Mhm. il y a ce côté identitaire, ce côté je suis et je dois imposer la façon dont je suis aux autres. Est-ce que on n'échappe pas à cet écueil-là aujourd'hui, toute proportion gardée, ce côté un peu identitaire, repli sur soi? Alors, je nuancerai sur les identités qui causent la guerre. En fait, c'est pas tant les identités qui causent la guerre, c'est plus les volontés d'impérialisme. Et là, c'est clairement ce qui se passe avec Hitler. C'est qu'il sent que l'Allemagne a été humiliée après le traité de Versailles en 1919. Lui, il veut faire de l'Allemagne un territoire fort. Et ça passe par une politique de discrimination qui est allée jusqu'à l'extermination massive des Juifs. Et l'autre partie de la question, je ne l'ai pas bien saisie. Est-ce qu'on n'a pas tendance à se... Par exemple, sur un territoire, dire que mes frontières voilà, j'ai mes frontières, il ne faut pas y toucher, je suis comme ça, il faut que j'impose, en gros, mon modèle de vie doit être universel. Est-ce que aujourd'hui, 21e siècle, on Oui, n'a pas le retour de justement, de ce de ces côté un peu questions. égocentrique des pays ou des gens, hein, des personnes? Tout à fait. Hmm. Après, oui, on le voit. Donc, en fait, le 21e siècle, on a deux phénomènes. Il y a à la fois ceux qui défendent la mondialisation, ce monde ouvert, cette Europe ouverte, et il y a ceux qui défendent un repli sur soi. On a un peu dans les deux. Après, est-ce qu'on a des prémices de ce qui s'est passé en Non, Allemagne non, dans on les va années garder 30? toute... voilà, On et n'en c'est est pas pas encore là. comparable, mais C'est pas c'est... encore comparable. Voilà. Est-ce que comment vous, en tant que professeur, vous abordez ces questions-là avec les élèves? Est-ce qu'il y a une méthodologie, j'imagine, Mm. mais pour justement, parce qu'on a passé par exemple dans le journal à la radio tout à l'heure, un micro-trottoir avec des lycéens, mais qui connaissaient rien du tout sur le La- 8 mai, la signification et tout ça. Alors, c'était des lycéens de première, de terminale ou de seconde?
Bon, au bord du lycée de Mamoudzou, D'accord. on n'a pas tous les... S'ils sont en terminale, ça sent un peu le roussi pour le bac, parce que la deuxième... Non, s'ils sont en terminale, ça va. C'est au programme de première. Oui, on les aborde. Après, les élèves, ils oublient. C'est vrai qu'on a l'impression comme ça, quand on voit les reportages de Maïs Première sur les questions mémorielles, que ça concerne des événements mondiaux comme celui-là, où ça concerne des événements de Mayotte, on a un peu l'impression qu'on fait face à une jeunesse qui n'a pas de repères. Ça, c'est vrai. Moi aussi, j'ai un peu cette impression. Après, on se concentre énormément du point de vue de l'Europe, tout en évoquant ce qui se passe au Pacifique par rapport aux États-Unis, au Japon, etc. On n'a pas de quoi pour Mayotte, parce qu'on l'a fait pour la Première Guerre mondiale, de faire de l'adaptation au programme sur cette question de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait, l'adaptation ne marche pas. Sur la Première Guerre mondiale, ça marche très bien. On a Comment vous adaptez? Comment vous... C'est-à-dire qu'on on prend des thèmes du programme et on voit si on peut l'adapter à l'échelle locale. La Première Guerre mondiale, ça marche bien parce qu'on a des Mahorais qui ont fait partie des bataillons de tirailleurs somalis, malgaches, sénégalais, etc. Et on connaît des parcours, on connaît des gens qui ont fait des grandes batailles. Et dans le cadre des programmes, on peut le faire. Mais l'impact de la Deuxième Guerre mondiale dans l'océan Indien, en tout cas, Et pourtant, même s'il n'y en a pas eu autant que pour la Première Guerre mondiale, mais il y en a eu, notamment à Mayotte. Il y a Souprit on avait fait un reportage à l'époque, il est mort en 2002, mais qui racontait justement que juste avant la guerre, il y a des gens qui sont venus enrôler en gros des Mahorais. Il n'y en avait pas beaucoup à Mayotte, mais en tout cas dans la région, pour participer à la guerre. Et lui, il a participé à cette guerre-là, comme beaucoup d'autres. Il y en a 3 ou 4 qui sont morts pendant cette guerre-là. Donc, il y a comment dirais-je, en fait, il y a moins de participation. Par exemple, il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 1400 et quelques participants de l'archipel des Comores. Et il y en avait une 150aine de Mayotte. Là, Soupri, ce monsieur, je crois qu'il était avec 6 autres compagnons. Donc, il y a moins de... le retour, en gros, le retour d'expérience, surtout que la majorité, en tout cas, ses compagnons ils sont morts là-bas. Donc, le retour d'expérience, si je puis dire, pour parler un peu plus simple, était moins, je veux dire... moins relaté peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a aussi autre chose, c'est que alors c'est Soupri Bakar, c'est ça. Lui, il a combattu à El Alamein, donc en Égypte. Donc ces troupes comoriens qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pas, c'est pas certain qu'ils aient été en Europe. Alors que pour la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui étaient à Verdun, au Chemin des Dames, etc. C'est des batailles qui marquent dans la mémoire et qu'on célèbre nationalement, et c'est ce qui explique l'engouement qui est plus important. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y avait à réfléchir sur une méthodologie pour que les Mahorais soient... comment dirais-je, complètement imprégné de cette histoire-là, parce que c'est une histoire, quand même, la Seconde Guerre mondiale a façonné les équilibres du monde aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, vous l'avez très bien dit, la Seconde Guerre mondiale a entraîné les décolonisations, la construction européenne, la guerre froide. C'est hyper important. Là-dessus, vraiment, c'est à l'école de le faire, puisque ça fait partie des programmes. Après, les élèves, ils oublient. Les élèves, ils sont schizophréniques. Après, est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont en métropole? Il y a des rues qui sont nommées rue 8 mai 1945. Par exemple, on peut aussi peut-être créer quelques lieux de mémoire, en tout cas, peut-être une école. C'est un moyen, si on veut, transmettre cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale à Mayotte. Mais comme je dis, autant il y a eu beaucoup d'impact de participation des Mahorais dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai, c'est un événement très important, c'est un événement planétaire, etc. Mais on sent cet impact qui est moindre par rapport à Mayotte, tout en sachant que, par exemple, en 1942, il y a eu quand même des invasions britanniques juste à côté, à Diego Suarez. Voilà, c'est peut-être... Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, justement, donner des noms de tirailleurs mahorais de la Première Guerre mondiale, plutôt, je sais pas, c'est des choix politiques à faire. Nous, en tant qu'historiens, professeurs d'histoire, on ne peut que conseiller. Alors, vous, je le disais pour vous présenter que vous êtes fraîchement diplômé, agrégé en histoire. Oui. Donc, il y a une vocation depuis jeune en tout cas d'être historienne, en tout cas d'épouser la science qui est l'histoire.
Et comment vient ce genre de vocation? Comment on s'intéresse à l'histoire? Alors, en fait, moi, j'y suis allée un peu par hasard. Je précise que je suis agrégée d'histoire-géographie. Mhm. J'y suis allée un peu par hasard et c'était très dur. Quand on vient de Mayotte, je tiens à le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on vient de Mayotte et qu'on va dans une fac française d'histoire qui présente une histoire européocentrée, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas au centre de l'Europe à Mayotte. Donc moi, la première année, c'était très compliqué parce que je me sentais en décalage. J'avais l'impression que j'avais pas la moitié de la culture de mes camarades. Je glisse ça pour montrer que on peut commencer très difficilement sa première année et finir agrégé d'histoire géo. Après, on voit que c'est une matière qui nous amène à réfléchir. Il y a toujours des précédents, comme tout à l'heure, on a essayé de voir. Est-ce que les situations... Moi, des fois, je lis des choses du Moyen-Âge. Par exemple, au Moyen-Âge, entre les communautés chrétiennes, musulmanes chrétiennes et juives dans la Méditerranée, il y avait un peu cette tension entre repli sur soi, mais ouverture. Ça fait énormément penser au monde actuel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je rappelle, est-ce que je peux préciser quand même, là on parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, mais le 8 mai 1945, c'est aussi la commémoration des massacres à Sétif en Algérie, puisque à l'époque, les groupes indépendantistes d'Algérie ont profité des célébrations du 8 mai pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Et il y a eu à la suite une répression de la France, une répression anticoloniale qui a fait, selon les historiens, 8 000 morts. Donc le 8 mai 1945, c'est deux dates. C'est cette victoire, la capitulation qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais c'est aussi le maintien de l'ordre colonial en Algérie avec cette répression. Enfin, c'était important pour moi de le dire. Non, mais je repose ma question autrement. Vous avez parlé de ces dernières années qui vous ont mené à l'agrégation, mais quand on est lycéen, par exemple, comment on se dit, bon, je vais m'intéresser plus à la matière histoire que les autres matières? Et à quel moment le déclic Ça se passe pas comme ça quand on est lycéen. Moi, quand j'étais lycéen, je détestais l'histoire. Et quand je suis devenue professeure d'histoire, je me suis rappelé l'élève que j'étais qui n'aimait pas ces cours d'histoire. Et je me suis dit, essaye, souviens-toi de cette personne, essaye un peu de susciter plus d'intérêt. Moi, vraiment, l'histoire, dans mon parcours personnel, j'y suis allée parce que après le bac, je voulais faire du journalisme. Donc, on m'a dit, va en histoire. C'est un journaliste qui m'a conseillé ça, va en histoire, t'auras ta licence, les historiens, les journalistes ont la même méthode. J'y suis allée, la première année c'était très dur, la deuxième année je suis tombée amoureuse de l'histoire. En fait, c'est pas une sorte de vocation. C'est dommage pour le journalisme. Oui, mais c'est aussi très bien pour l'histoire, voilà. Donc c'est pas tant une histoire de vocation, c'est on y va, on s'accroche, et puis à un moment, en fait, moi je me suis rendu compte que quand on a commencé à avoir des cours sur l'histoire des représentations, des mentalités au Moyen-Âge, c'est-à-dire on apprenait comment les hommes au Moyen-Âge pensaient. Et c'était assez drôle. Quand on a commencé à avoir des cours sur l'histoire des femmes, etc. Là, en fait, aussi, l'histoire, c'est pas que de l'histoire politique. Et même cette histoire politique, tous les pans de l'histoire, en fait, nous amènent à comprendre tous les éléments de la société. Et pour moi, en tout cas, ça a été la révélation... du côté un peu noble de la discipline historique. D'accord, parce que je posais la question par rapport aux jeunes qu'on a entendus dans le journal tout à l'heure, que malgré tout, tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Il y a toujours moyen de se rattraper parce qu'à l'époque, quand par exemple au lycée, peut-être même l'élève le plus... En gros, cancre arrivait à s'en sortir en histoire parce qu'il avait peut-être une bonne mémoire, il arrivait à retenir les dates. Alors, c'est ce que beaucoup de gens disent. Attention, ça a changé. Et je pense que si certains sont parents, ils vont se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'ils ont appris quand ils étaient collégiens ou lycéens et ce qu'on apprend. Il faut mémoriser, bien évidemment. Il y a des dates, on ne va pas les inventer. Les dates, c'est précis. Par contre, on est beaucoup plus dans des éléments explicatifs. Par exemple, peut-être qu'à votre époque, Toufali, peut-être c'était le cas à mon époque, quand on apprenait la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on faisait guerre de mouvement, etc. On apprenait toutes les batailles, etc. Maintenant, on nous dit clairement, c'est des éléments d'explication clairs. Première Guerre mondiale, ce que les élèves doivent retenir, c'est guerre totale. Et c'est ce concept, en fait, qui nous guide. Après, on va leur parler de Verdun, etc. On est moins dans on va accumuler les connaissances, on va plus réfléchir sur un concept. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre d'anéantissement.
Et ça, moi, par exemple, je commence toujours par faire réfléchir aux élèves sur cette question d'anéantir. Qu'est-ce que je veux faire si je veux anéantir, etc., etc. Donc, maintenant, on essaie de les amener vers plus d'explications historiques plutôt que de recracher. Miati Wana Abdou Chakour, agrégé en histoire géo, bien sûr. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer en gros les subtilités de l'histoire et du 8 mai 1945 qui sera célébré, en tout cas le 74e anniversaire.